À tous, bienvenue à Ville en Action, votre émission d'actualité municipale de Saguenay. Cette semaine, nous vous présentons de larges extraits d'une conférence donnée le 10 septembre dernier par le président de la compagnie Métaux BlackRock, Jean Rainville. S'adressant à plus de 180 personnes, M. Rainville est venu expliquer son projet d'investissement de 100 millions de dollars au port de Grand-Anse, où transitera le minerai de fer extrait de la future mine dans le secteur de Chibougamau. Coût total du projet, entre 700 millions et 1 milliard de dollars. Métaux BlackRock est une société privée canadienne créée en 2008 et dont le siège social est à Montréal. L'entreprise emploie une vingtaine de personnes, dont 8 à Chibougamau. Au port de Saguenay, le projet comprend entre autres des unités importantes de dépoussiérage, de contrôle de la poussière et des entrepôts. Le transport du minerai de fer par la nouvelle desserte ferroviaire fera passer la quantité de vrac transitant au port de Saguenay de 300 000 tonnes à 3 millions par année. Tout de suite, retrouvons le président de Métaux BlackRock, Jean Rainville, lors de sa conférence à l'hôtel Delta de Jonquière. C'est un projet qui va tourner dans sa première phase là, entre 700 millions et 1 milliard. On va prendre les décisions dans les prochaines semaines avec notre conseil d'administration qui se réunit à partir de jeudi pour décider la cadence des opérations et tout. Il reste quelques systèmes à finaliser. Alors, on est encore dans une fourchette là, assez large pour ce qui est des dépenses totales du projet. Et la construction devrait commencer tranquillement au printemps et s'étirer sur probablement une période de 20 mois avec un campement sur le site avec 450 personnes pendant la période de construction. Les pads ou les endroits, les camps de construction vont être installés, sont déjà construits. Les puits artésiens sont creusés, donc il reste juste à emmener les roulottes. On est prêt. Évidemment, on ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas les permis requis des différents paliers de gouvernement. Pendant la durée de vie de la mine, qui maintenant une vie projetée de, je dirais même, j'ai écrit ici 25 à 30 ans, mais je qualifierais ça de plutôt conservateur, parce que les chiffres qu'on ne peut pas publier en vertu des lois existantes au Québec en ce moment, les lois ne nous permettent pas de publier nos chiffres parce qu'il faudrait les soumettre à l'autorité des marchés financiers, chose qui n'a pas été faite en ce moment. Une vie probablement plus longue que ça, avec simplement la partie du territoire qu'on a explorée. Il reste une partie du territoire de nos terrains qui n'est pas encore du tout explorée à ce moment-ci. Alors, on projette pendant la période de production minimum 260 employés pour toute cette durée-là de 25 à 30 ans minimum et probablement donc beaucoup plus que ça en termes de durée de vie. Mais on ne fera pas comme beaucoup d'autres compagnies sont obligées de faire le fameux fly-in, fly-out avec des avions qui rentrent et qui sortent pour la simple raison qu'on n'est pas très loin de communautés telles que Chibougamau, Chapais et Ojibougamau. Alors, on est tout juste au nord du 49e parallèle, en plein centre du Québec. C'est le seul projet qui va produire du fer qui n'est pas situé dans l'axe plus à l'est qui contient là, la fosse du Labrador, où est-ce qu'on voit une série de points jaunes où sont toutes concentrées les activités de fer au Québec en ce moment. Donc, c'est une première pour la région plus centre du Québec, si on veut, de produire du fer. Et ça déroge beaucoup du projet initial que si ceux qui l'avaient suivi à l'époque parlaient surtout d'une production potentielle de vanadium. Évidemment, ce gisement-là contient toujours le vanadium, mais on a décidé d'attaquer le projet d'une façon fort différente en ayant le vanadium qui va être produit à même le concentré de fer. Donc, le vanadium va se retrouver dans le fer, ce qui nous ouvre accès à certains marchés asiatiques, certaines aciéries en Chine qui recherchent particulièrement ce genre de concentré-là, qui est assez rare sur la planète, à part celui qu'ils ont dans leur propre pays et quelques endroits en Russie ou en Afrique du Sud. Alors, c'est une source d'approvisionnement pour eux qui peut devenir importante. On va produire entre 3 et 3,5 millions de tonnes de ce concentré-là pour un marché en Chine qui est environ 60 millions de tonnes. Donc, on a de la place amplement pour que le marché puisse absorber les quantités initiales qu'on veut produire dans notre gisement de Chibougamau. Le matériel a été testé et retesté dans les aciéries chinoises depuis plusieurs années. On sait qu'il est compatible avec leurs aciéries sans demander de grandes modifications. Et évidemment, bien important pour eux, la logistique du projet, l'approvisionnement sûr, un pays sûr
et le fait que la qualité du gisement est là et la durée d'approvisionnement aussi, minimum 12 à 15 ans, qui est toujours recherché. Dans notre cas, c'est plus que 30 ans. Alors, ça offre un potentiel, d'approvisionnement de sécurité. D'autant plus que si on regarde les gisements en Chine qui ont des caractéristiques semblables, la plupart contiennent beaucoup de contaminants qu'on n'a pas dans ce gisement-là, ce qui en fait une situation un peu privilégiée. Les gisements en Chine, par exemple, n'arrivent pas à produire un concentré tel que nous, on va produire, qui est 62 de fer, alors que là, à cause du taux de contaminants qu'ils ont chez eux, ils ont de la difficulté à dépasser 58 donc ça coûte beaucoup plus cher pour produire de l'acier. En plus, leurs gisements contiennent des métaux lourds, de l'arsenic, plein de contaminants qui nuisent au procédé de fabrication de l'acier. Alors, le vanadium est recouvré ici, dans ces aciéries-là, et ils en ont besoin en quantité infime pour faire des aciers haut de gamme qui servent pour les structures d'acier, pour les bâtiments, pour les protéger contre, par exemple, les tremblements de terre qui sont nombreux dans ces pays-là. Alors que le projet est donc, comme je le disais, près des communautés de Chibougamau, Chapais. En ligne droite, si on passe par-dessus le lac, c'est juste 30 000, mais quand on fait le tour, ça en donne presque 60 pour se rendre au site. Alors, on a le rail, évidemment, qui va aller maintenant directement jusqu'au port de Grand-Anse et la route qui descend vers Saint-Félicien. On avait des chemins forestiers partout où on était, donc ça nous a facilité beaucoup la tâche au début. Et autre infrastructure intéressante, c'est le poste, la sous-station hydroélectrique qui est à Chibougamau, qui était relativement importante parce qu'il y a déjà eu 13 000 en opération. Donc, on n'a pas besoin d'en construire une nouvelle. Et la ligne hydroélectrique qui longe la route qui descend jusqu'à Saint-Félicien. Et on a donc seulement à raccorder 25 km de ligne hydroélectrique, améliorer la route sur 25 km. Et on va construire un rail qui va partir du site de la mine aussi jusqu'à la connexion du rail du CN sur 25 km. On est entièrement dans le territoire conventionné de la baie James, une chose qui facilite aussi les choses. On a donc un set de règlements à suivre. On est en territoire de la Nation Crie, qui sont maintenant nos bons amis. L'installation portuaire du Saguenay est vraiment formidable. Au début, on regardait pour aller plus vers le port de Québec parce qu'il n'y avait pas encore de desserte ferroviaire qui allait jusqu'au port ici du Saguenay. Et on était un peu sceptiques. Et je dois avouer que les gens du port ont fait un effort pour nous convaincre de façon importante. Puis on était quand même un peu sceptiques. On disait comment ils vont faire dans des délais aussi rapides à faire ça. Puis là, on s'est rendu compte que les gens du milieu se sont impliqués. Et puis ici, quand on voulait quelque chose, on arrivait à nos fins. Et franchement, félicitations parce que ça a beaucoup impressionné la communauté d'investisseurs qui sont derrière nous, aussi bien en Asie qu'au Moyen-Orient qu'au Canada. Les gens ont été très impressionnés comment est-ce que dans votre région, on peut se mobiliser et accomplir des choses comme ça de la manière que vous l'avez fait. On a eu la chance de ce matin d'aller faire le survol en hélicoptère du développement du projet, puis c'est très, très, très avancé. J'ai pris plusieurs photos que j'ai ramenées à mon conseil d'administration cette semaine. Je suis sûr que ça va les rassurer. Un autre élément qui devient intéressant pour nous, c'est le nouveau canal du Panama qui est presque complété. C'est un canal qui est parallèle à celui qui existait déjà, mais qui permet de passer avec des plus gros bateaux. Les bateaux qui passaient avant, en fait jusqu'à aujourd'hui, dans ce canal qui existe, c'est des bateaux qu'on appelle les Panamax qui peuvent contenir 75 000 tonnes de vrac. Avec le nouveau canal, qui est un peu plus profond, plus large, on va pouvoir passer avec les bateaux qui vont aller jusqu'à 120 130 000 tonnes. Donc, on va sauver beaucoup de distance en transport, donc des coûts importants. Et en plus, quand les bateaux doivent faire le tour par le Cap, où il y a des grandes tempêtes, les coûts d'assurance sont aussi beaucoup plus élevés. Alors, on sauve d'un niveau la distance, puis les coûts d'assurance. Au niveau du transport, qui est un coût important pour nous parce qu'on est loin des marchés, par exemple, par rapport à l'Australie, le développement de ce nouveau canal-là est un plus. Un des grands défis, comme je le mentionnais, c'était la métallurgie. Et si on n'avait pas eu nos partenaires chinois, en fait, on n'aurait peut-être jamais trouvé la clé ou on chercherait encore comment développer ce projet-là. Si on l'avait regardé strictement sur une base d'extraire le vanadium, ce qu'on s'est rendu compte très rapidement, c'est que le traitement du vanadium
faisait qu'on oxydait complètement le fer, puis après ça, on ne pouvait plus le recouvrir, donc on se ramassait avec des piles de fer qui ne valaient plus rien. En plus, ce minerai-là contient du titane qu'au début, on va stockpiler, mettre sur le côté dans des piles, mais qu'on a l'intention de regarder comment est-ce qu'on peut aller le chercher. On n'aurait pas pu aller chercher le titane non plus si on avait été tout de suite à la recette d'extraire le vanadium puis laisser de côté le fer. Alors, il y avait des avantages marqués de plusieurs manières en le regardant de cette façon-là, et c'est ce qu'on a fait avec l'aide de nos partenaires qui nous ont donné un coup de main pour le développement du procédé qui est maintenant à toute fin pratique complété, jusque même les tests pilotes qui ont été faits aussi bien en Chine que dans les laboratoires aux États-Unis, SGS Lakefield en Ontario et le laboratoire de Corem à Québec. Prosperity Minerals, c'est nos amis Edward Yu et David Wong. C'est un conglomérat qui était un des producteurs importants de ciment en Chine qui a décidé un jour de se lancer dans l'acier. Ils ont fini de construire leur première aciérie il y a quelques années, près de Liang en Chine. Et ils veulent développer le projet avec nous. Ils ont investi donc plus que 40 millions de dollars dans notre projet. Prosperity est une société qui est encore inscrite à la Bourse de Londres et Hong Kong, mais qui va être privatisée dans les prochaines semaines. Nos deux amis, Edward Yu et David Wong, ont décidé de reprivatiser la compagnie avec l'aide d'un prêt de nos principaux banquiers, qui est la plus grande banque au monde, la banque ICBC en Chine. Évidemment, comme je le mentionnais, ils aiment beaucoup de voir le potentiel de ce projet-là. Et c'est un peu la même chose pour nos amis d'Oman, qui, on a commencé à discuter avec eux à la fin de 2012 et on a finalement signé une entente à peu près un an plus tard, donc à la fin de 2013, qui a fait que Investissement Québec, étant donné qu'ils ont vu qu'on était vraiment maintenant avec des assises sérieux et des partenaires sérieux, ont décidé de s'impliquer dans le projet et de faire leur première mise de fonds dans notre société en mars 2013. Pour revenir un peu à nos amis de la communauté au CRI, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Le Grand Conseil, l'élection vient juste d'avoir lieu au mois de juin. Mathieu Kuncom, qui est notre allié de longue date, a été réélu pour un mandat de 4 ans. Alors c'est clair que ça facilite beaucoup les choses parce qu'on travaille avec les mêmes intervenants pour tout ce qui est des négociations, discussions, de tous les contrats qui nous lient à eux, parce qu'on a maintenant signé une entente qui s'appelle le IBA, qui est le Impact and Benefit Agreement, qui discute de la main-d'œuvre, de côté environnemental. C'est une entente d'à peu près 150 pages à part les annexes, où absolument tous les détails de l'entente pour toute la durée de vie du projet sont inclus. On a signé cette entente-là au mois de juin. On est très content de maintenant être capable de former les comités qui vont mettre en vigueur l'application de cette entente qui contient aussi des volets évidemment de contrat pendant la période de construction et pendant la période de développement et de production du projet. On est donc juste côté sud-est de la limite du territoire conventionné de la baie James. On voit la communauté d'Ojibwamo à gauche d'où on est et la communauté CRI de Mistassini, qui est la plus grande communauté CRI, qui est juste à l'est d'où on est, donc on travaille en collaboration avec les deux, même si nos terrains sont entièrement sur les territoires de la communauté d'Ojibwamo. Il y a eu des discussions à tous les niveaux, provinciaux, fédéraux, municipaux, pour tous les volets du dossier. Et donc, on a pratiquement complété le dossier environnemental et je peux dire qu'on a déposé notre demande de bail minier la semaine dernière. Et donc, ça, c'est un processus qui prend à peu près entre 6 et 12 mois, mais ce qui ne nous empêche pas de commencer certains volets de la construction, par exemple le civil, les routes, des capages du site, des choses comme ça qu'on peut quand même commencer dès qu'on a le décret du côté environnemental. Côté fédéral, c'est toujours plus long et c'est de plus en plus long. On ne se l'explique pas vraiment, mais en tout cas, c'est comme ça. Avant, c'était l'inverse.
mais on s'attend à avoir le permis fédéral probablement vers l'automne l'an prochain, ce qui permet à ce moment-là de toucher tout ce qui concerne les ruisseaux, rivières, habitats de poissons, qui est sous juridiction fédérale. Procédé très, très simple. Comme je le disais, ça a pris un peu de temps à arriver à optimiser, ça c'est sûr. Mais par contre, quand on regarde le principe, c'est très, très simple. On broie le matériel et on fait une séparation magnétique, étant donné que tout ça, c'est magnétique. Alors, c'est une série d'aimants. Une fois que le minerai a été broyé, en circuit fermé, jusqu'à temps qu'on arrive à la concentration requise, et puis qu'on produit un concentré de magnétite qui contient le moins d'impuretés possible et 62 minimum de fer, et il va contenir environ 1% de V2O5, qui est le pentaxyde de vanadium, qui est le produit que nos investisseurs et nos partenaires asiatiques recherchent. Côté environnemental, comme je le disais tout à l'heure, très intéressant parce que aucune radioactivité dans aucun des éléments qui sont présents. D'ailleurs, ça serait compliqué pour nous autres parce qu'on exporte du matériel en vrac. Alors, ça serait drôlement compliqué s'il y avait la moindre trace de radioactivité. Le procédé est un procédé très propre, pratiquement pas de produits chimiques, c'est la séparation magnétique en grande partie. L'eau entièrement recyclée en boucle. Et on a un léger déficit d'eau, en fait, il faut aller en chercher un petit peu ailleurs pendant la plupart des années. Bac à résidus loin des cours d'eau. Aucun contaminant comme métaux lourds, arsenic, soufre ou autre. C'est un projet, en définitive, qui est très propre. Évidemment, comme n'importe quel projet, on sait qu'un projet, ça laisse une empreinte. Alors, on essaie de minimiser les traces que ça va laisser. Pour revenir à la logistique, une minute, on a regardé, comme je le disais, les deux ports. Vous voyez l'avantage ici, on sauve 187 km de rail en allant au port de Grand-Anse par rapport à aller au port de Québec. Mais il y a aussi de la pente, beaucoup en allant vers Québec, alors ça exigeait beaucoup plus de locomotives, fuel et autres. Fait que les coûts aussi étaient plus élevés à cause de ça. Il ne faut pas oublier qu'on traversait les Laurentides. Et puis à Québec, il y avait quand même des ponts à réparer au niveau du CN et puis des investissements importants à faire aussi. Alors, somme toute, pour nous, le choix du Saguenay s'imposait, était idéal. Il manquait seulement, encore une fois, le lien ferroviaire qui maintenant, on le voit, est en train de se mettre en place. Mais merci encore pour nous et pour toute la région. Je pense que c'est tout un bénéfice. Si on regarde historiquement, la plupart des villes importantes se sont développées à l'entour de ports. Et puis, le rail est aussi important. On voit de façon ici très claire la différence entre aller entre Saguenay et à Québec pour des compagnies, non seulement pour nous, mais tous les projets qui vont venir dans le nord du Québec, au nord du secteur ici, puis jusqu'à aller à l'ouest de Chibougamau-Chapais. C'est clair qu'il y a un avantage net avec le rail et le port. Et ça n'a pas été une quantité non négligeable quand on s'est présenté à des endroits comme Hong Kong ou au Moyen-Orient pour avoir des capitaux pour notre projet, de savoir que la logistique du projet était très, très appropriée pour ce genre de projet-là. Et d'ailleurs, on a aujourd'hui un groupe de Chine qui est ici, dans la région, et qui est à Chibougamau, et un groupe encore du Moyen-Orient qui se promène dans la province. Et on a d'autres groupes qui vont venir suite à notre visite. On retourne vendredi au Moyen-Orient, Qatar, Émirats d'Arabie. Et plusieurs de ces gens-là vont venir visiter à mesure que les progrès avancent sur le site au port, puis aussi sur le site à Chibougamau. Le port de Grand-Anse, évidemment, on a là une base pour partir exceptionnelle, un bon tirant d'eau, de la capacité non utilisée. Nous, je pense, corrigez-moi si j'ai tort, M. Bouchard, mais en ce moment, le port, c'est à peu près 300 000 tonnes de vrac par année. Nous, on arrive avec 3 millions de tonnes minimum. Alors, c'est sûr que on est conscient que ça donne un bon coup de pouce le jour où notre projet, je n'ai pas encore la date malheureusement, à cause des permis. Quand ça va arriver, c'est sûr que ça va donner un méchant coup de pouce et ça va, évidemment, quand on regarde l'infrastructure du port, demander des développements et des investissements importants. C'est le parc industriel en haut au port.
Alors, on va donc acheminer par rail le concentré jusque-là, le décharger en haut de la côte et l'acheminer en bas sur des convoyeurs. Puis ensuite, il va y avoir des unités de chargement pour les bateaux. Tout ça, ça a dépassé évidemment le stade hypothétique, ça fait longtemps. Les plans sont pratiquement terminés, Carl, si je m'abuse. On avance beaucoup avec le concours de M. Carl Laberge ici du port pour dessiner les plans finaux. Il y a plusieurs firmes d'ingénieurs qui sont impliqués dans ce processus-là. Donc, décharger en haut de la colline les wagons avec un basculeur à wagons. Et tout ça, ça va jusqu'au chargeur de bateau. Les plans sont maintenant à toute fin pratique complétés. Évidemment, c'est un investissement important qui va dépasser les 100 millions de dollars. J'aurai les chiffres exacts d'ici quelques jours ou quelques semaines. Ça comprend des unités importantes de dépoussiérage, de contrôle de la poussière, des entrepôts. Il n'est pas question d'avoir de la poussière fine qui se promène partout pour avoir des risques de poussière dans la région, même si nos poussières ne sont pas dangereuses, ne sont pas contaminantes. C'est pas intéressant pour personne d'avoir de la poussière. Alors, tout le processus se fait dans un cadre fermé. Il n'y a rien qui est ouvert. Puis notre minerai arrive aussi, notre concentré, arrive humide. C'est pas du concentré sec. Il y a un assez bon taux d'humidité que même lorsqu'il va voyager sur les rails, il n'y aura pratiquement pas de poussière. C'est un déchargeur de wagons. Ces genres de déchargeurs-là peuvent coûter facilement avec toute l'infrastructure qu'il y a dessous, c'est-à-dire, jusqu'au convoyeur, ça peut coûter jusqu'à 40 millions. Sur la Côte-Nord, il y en a plusieurs qui sont doubles comme ça pour décharger. Les convois qui sont plus longs que le nôtre, on va avoir un convoi par jour qui va venir de Chibougamau, plein et un vide qui va retourner. Donc, on va devoir acheter 3 sets de trains qui vont être à nous. Les wagons vont nous appartenir, les locomotives vont être au CN et c'est le CN qui va s'occuper du transport. Ça, c'est tout le processus, pour montrer un peu le genre de convoyeur qu'on peut faire. C'est quoi, c'est 2 km de long, c'est assez simple à faire. Il existe des convoyeurs maintenant en Chine de plus de 100 km de long pour des mines de charbon. Alors, au point de vue technique, on n'aura pas aucune difficulté à accomplir le projet qu'on essaie d'accomplir ici. Finalement, ça ressemble à ça, les chargeurs de bateaux. Il y a 2 places dans le monde qui en font encore. Puis je pense que si on va, par exemple, au port de Québec, on a l'impression d'être un port en Chine. Tous les équipements viennent de Chine. Les Chinois arrivent là et ont l'impression d'être chez eux. C'est assez surprenant de voir ça. Préliminairement, on avait un budget de 720 millions qui semble augmenter à chaque jour, comme n'importe quel projet, avant même la construction. Et on espère que ce ne sera pas la même chose une fois que la construction va être commencée. Avec des bons entrepreneurs que je vois ici, je pense que ça devrait bien aller. On a l'intention au niveau entrepreneur, justement, pour évidemment en parler un peu, de commencer à regarder ça de plus près avec les gens de la région vers la fin de l'automne, avec des tournées qu'on va faire avec Promotion Saguenay, les gens de la région, pour faire le tour des entreprises qui peuvent s'embriquer dans un projet comme le nôtre. Là, ce que vous voyez, c'est juste la phase 1. On a déjà d'autres phases de prévues sur une plus longue période. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. On ne va pas oublier personne. On va faire le tour des entreprises, nous autres mêmes, avec notre équipe. On a une équipe de logistique et de construction qui va faire une tournée dès qu'on aura choisi qui va être le principal contracteur, qui va être comme le maître d'œuvre de l'ensemble du projet. Ça, ce n'est pas déterminé encore parce que l'ingénierie a été accordée, évidemment, il y a longtemps, à la firme principalement de BBA à Montréal pour la grande partie de l'ingénierie, surtout pour ce qui est de l'usine. C'est d'autres firmes qui s'occupent des installations portuaires et des installations ferroviaires. Mais quand la construction va commencer, il va y avoir un maître d'œuvre qui va se partager avec nous. On va être très impliqués dans le processus. On ne va pas donner ça à carte blanche à une firme externe. Et on va prendre le temps qu'il faut pour s'assurer qu'on aura rencontré toutes les firmes qui peuvent offrir des services, soit pendant la phase de construction ou la phase d'opération à notre entreprise. Pour nous, évidemment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un naturel. On est tout près. La plupart des gens qui travaillent chez nous maintenant à Chibougamau sont natifs d'ici ou leurs parents l'étaient. Alors,
il y a un lien très, très naturel qui s'impose. J'en ai déjà parlé abondamment de nos premiers partenaires, à laquelle vont s'en ajouter quelques-uns suite à notre tournée prochaine au Moyen-Orient et en Asie pour compléter le financement du projet. Malheureusement, on aurait bien aimé avoir plus d'accès à des capitaux ici, mais il semble que ce n'est pas possible. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt au Canada à financer des entreprises ou des projets miniers. Il faut vraiment se tourner vers l'extérieur pour avoir accès à des capitaux importants. Merci à Ressources Québec, qui est le nouveau fonds d'Investissement Québec, qui nous permet de pouvoir au moins dire qu'il y a quelqu'un au Québec qui contribue de façon importante au développement de ce projet-là. On est très fiers de les avoir avec nous. On a créé beaucoup d'alliances stratégiques, il en reste beaucoup d'autres à venir. Et j'espère que dans les mois à venir, on va être capable de faire la même chose avec les régions ici, développer des alliances stratégiques avec les partenaires de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, les entreprises de la région ici qui vont pouvoir travailler avec nous sur le développement de ce projet-là. C'est ainsi que prend fin notre émission. Vous pouvez la revoir en vous rendant sur le site Internet de Ville en Action dans la section émissions longue durée. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. L'actualité municipale de Saguenay vous intéresse? L'émission Ville en Action est tout indiquée. Tous les jours, Ville en Action vous donne rendez-vous sur les ondes de MaTV. Cette semaine, les détails entourant le projet d'investissement de 100 millions de dollars au port de Grand-Anse par la compagnie Métaux BlackRock. Soyez donc des nôtres à Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de MaTV. L'actualité municipale de Saguenay vous intéresse? L'émission Ville en Action est tout indiquée. Tous les jours, Ville en Action vous donne rendez-vous sur les ondes de TVDL. Cette semaine, les détails entourant le projet d'investissement de 100 millions de dollars au port de Grand-Anse par la compagnie Métaux BlackRock. Soyez donc des nôtres à Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de TVDL.